Monsieur Poutine a fait une conférence de presse fleuve aujourd'hui. Combien 4 heures et demie avant de... Mieux qu'Emmanuel Macron. Hein, quel artiste Sans boire. Quel artiste. Sans boire à aucun moment. On dit que c'est Zelensky est artiste. Pas du tout. 4 heures, pas une chose, etc. Juste un mot, vous avez eu le gentillesse de citer votre livre. Oui, ce livre, Dialogue d'outre-tombe. Oui. Je suis assez gêné puisque j'ai reçu, après notre invitation, notre prestation d'autrefois, avec la neige, j'ai reçu plein de lettres. Et les gens pensent que le livre est surréaliste, inventé, etc. Je tiens à vous dire, sur les dialogues, pour Poutine, c'est une longue enquête sur lui. Ce qu'il disait en privé, pour Staline, c'est les néo-staliniens qui ont vraiment le vent en poupe. Rien n'est inventé. Et je termine avec ça. On sait que vous n'êtes pas un romancier. Si, j'ai fait des romans. Il y a 2 sœurs, et sur tes cils font la neige, c'est Pasternak, docteur Givago. Bon, magnifique. Oui. Parce que M. Poutine ne nous a pas annoncé l'apocalypse nucléaire, donc on est déjà rassurés. Mais néanmoins, est-ce qu'il a donné des signes, Vladimir Fedorovski, que la situation pouvait se détendre avec l'Ukraine ou pas du tout? Vous savez, c'est pour nous faire plaisir. Quand même, il y avait Notre-Dame, il y avait la perspective d'un cadeau de Noël pour nous, et le pape en Corse, et maintenant Poutine, j'étais étonné. Dieu sait que j'ai étudié la bête, il a vraiment atténué les choses. Tout d'abord, il n'a pas parlé vraiment de nucléaire. Il a mentionné juste le changement de doctrine, mais en revanche, il a parlé beaucoup d'Oreshnik. Et Oreshnik change complètement. Oreshnik, vous savez, cette fusée dont on a parlé, qui change vraiment la donne sur le plan militaire. D'accord. Et puis, c'était une négociation, c'est tout à fait significatif. C'est une négociation en direct. Maintenant, on négocie en sourdine, et puis on négocie à travers la presse. Ça, c'est du pain béni pour moi, parce que à travers la presse, il a mentionné comment ça se passe avec les choses. Un désenchantement pour moi. L'autre jour, Trump, on lui a posé la question, vous avez eu Poutine? Il a dit, vous savez, je préfère dans ce genre de négociation ne pas annoncer les couleurs, ne pas dire ça publiquement. Et Poutine l'a contredit quelque part. Il a laissé entendre qu'il y a les contacts en sourdine, les compromis, etc. Mais il n'a pas confirmé qu'il y avait cette fameuse conversation qui est très importante. Qui permettrait de résoudre le problème ukrainien, comme l'a dit Trump en 24 heures ou pas? Non, il y a deux solutions. Et un facteur que j'aurais introduit tout de suite, c'est un facteur de la perspective qui affole complètement le milieu démocrate dont je parlais l'autre jour. Ils sont absolument affolés. Parce qu'il y a une perspective de prix Nobel de la paix. Pour qui? Pour Trump. Pour Trump. Encore arrivé. Pour Trump. Vous imaginez dans quel monde Obama l'avait bien eu. Dans quel monde on vit? Obama l'avait eu sans avoir rien fait. Oui, absolument. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de très important. Nicolas Bavray, vous pensez que ça pourrait résoudre une partie de l'équation ou pas? Ce qui est vrai, ce qui est impressionnant, c'est déjà de voir l'impact de Trump sur le système mondial, parce qu'il n'est quand même pas encore en fonction, et on a vu son poids vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie. Sur le plan économique, on voit un exode déjà massif de capitaux, d'investissements, d'industries qui réfléchissent à se délocaliser aux États-Unis. Et puis, au Moyen-Orient aussi, il est clair qu'Israël a l'impression d'avoir maintenant un soutien qui est extrêmement ferme et Israël prend tous les gages possibles. Ce qui est important pour nous, c'est pour ça que si on revient à la France, c'est que notre crise politique, par ailleurs, elle intervient au pire moment, puisque d'abord l'Allemagne est également quand même dans un moment compliqué, l'Europe est en toute petite forme et est en train et on va avoir des décisions très importantes à prendre, puisque sur le conflit ukrainien, il y aura vraisemblablement une ligne de cessez-le-feu, donc où elle passera, on ne sait pas encore, mais il va y avoir 2 problèmes fondamentaux. C'est quelle garantie de sécurité? Si Trump ne veut pas mettre de soldats, est-ce qu'on va déployer des soldats européens face à des troupes russes? Mais pas pour se battre.
pour sécuriser. Oui, enfin, sécuriser. Quand on sécurise, il y a un moment donné, oui, on y va pour sécuriser, mais la sécurisation peut être plus ou moins pacifique, Voilà. ou plus ou moins conflictuelle. Et la deuxième chose Et la deuxième chose, c'est que, à l'inverse, donc, Poutine n'acceptera jamais que l'Ukraine soit dans l'OTAN, mais l'Ukraine va demander des formes d'intégration à l'Ouest, parce que c'est pour le prix à payer de tous ces morts et de ces 3 ans de guerre. Et donc, elle va demander l'intégration très rapide dans l'Union européenne. Et derrière, il y a le problème du financement de la reconstruction. Donc, tout ça, ce sont quand même des engagements qui sont extrêmement lourds sur le plan stratégique, politique, économique. Et on va devoir affronter ces questions assez vite et dans des conditions extrêmement précaires. Et j'ajoute que alors ça c'est vrai, mais si on regarde situation au Moyen-Orient, situation en Afrique, on a le même problème, c'est-à-dire que les choses évoluent à toute allure et on affronte ça avec un vide politique complet. Oui. Catherine Ney. Moi, ce qui m'a frappé, c'est il avait une nouvelle tête, Poutine. D'abord, je l'ai trouvé presque prime sautier, presque joyeux. Avant, on disait qu'il était malade. Moi, je trouve que pendant un temps, on se demandait est-ce qu'il fait du botox, est-ce qu'il fait des choses comme ça. Là, il est presque rajeuni. Donc, c'est comme si quelqu'un était délivré, alors que pour l'instant, d'abord en Syrie, c'est un échec. En Ukraine, je crois que les forces avancent, mais là, moi je pense qu'il dit qu'il n'a pas eu Trump au téléphone, mais il doit se passer des choses qui fait qu'il est dégagé de sortir peut-être d'un piège dans lequel, enfin d'un piège, d'une mauvaise passe dans lequel il nous a tous mis, il s'est mis lui-même. Et là, pour une fois, il avait un regard animé, parce que d'habitude, il vous regarde avec des airs de chat, vous savez, qu'il vous regarde sans voir, là, qui sont glaçants. Là, il était presque joyeux, il faisait des blagues, et là, ça traduit quelque chose. Alors peut-être que c'est l'approche de Noël, qu'on a envie de se faire plaisir avec quelque chose, parce que chez nous, il n'y a pas de quoi se réjouir, et qu'au contraire, on a plutôt envie de pleurer. Donc, de voir cet homme si joyeux, qui n'avait pas l'air d'avoir pris de la cortisone comme il y a 2 ans, oui, alors on dit, mais est-ce que ça veut dire? Alors, on espère peut-être Alors, je me tourne vers vous, Vladimir, vous le connaissez bien, Vladimir Poutine. 6 livres. Alors, traduit dans est-ce qu'il était prime sautier? pays. Mais vous savez, je suis son admirateur, Catherine, vous le savez, depuis tant d'années, vous êtes la plus subtile. Oui, vous êtes un admirateur de Catherine. De nous tous. Oui, d'accord. Je suis un admirateur de Catherine, bien sûr. Oui, de la grande Catherine. La grande Catherine. Non, mais posez votre question. Mais pour revenir à des choses, vous êtes subtil comme d'habitude. Vous avez raison, c'est un autre Poutine, complètement. Vous savez, les meilleurs agents secrets, maintenant, c'est la télévision. Oui. Il suffit de regarder la télévision pour tout comprendre. Il était complètement décomposé. Oui. Autrefois, après, quand il a compris que le complexe militaire industriel fonctionne comme jamais, que cette phrase qu'on va mettre la Russie à genoux, c'est à son profit, que plus on tape sur les meilleurs agents, je tiens à vous signaler les meilleurs agents de Poutine en Occident, c'est Tchaïkovski, c'est Dostoïevski et Tolstoï, le troisième, et plus on tape sur ça, plus elle devient populaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Syrie. Vous avez raison. Vous avez raison, la Syrie, c'est un facteur assez important. Mais vous savez, la gestion de la Syrie, ça a commencé quand même il y a 3... J'ai fait une enquête sur ça. Il y a 3 mois. Sur ça, il a signalé ça à Assad. Et après la dernière rencontre, c'est exactement le 27. C'est la rencontre fatidique. Il y avait les services secrets, Narishkin, un grand chef de service secret, et le chef d'état-major. Il dit ils prennent le Damas, il n'y a pas, les Iraniens se dégagent, et il y a 2 solutions. Soit on entre en jeu, dans ce cas-là, c'est l'Afghanistan et sans l'enlisement, et Poutine, il a dit jamais, jamais d'Afghanistan. Et finalement, il a géré ça. Vous savez, ils ont évacué beaucoup de gens. C'est pas qu'en Afghanistan avec les Américains, c'est tout le contraire. Vous savez, tout le monde... Il va conserver sa base en Syrie. Tout le monde... Non, il ne veut plus sa base. Vraiment, franchement, il a entretenu aujourd'hui l'ambiguïté à propos des bases, mais simplement les Israéliens, surtout les Turcs
Et même les gens en place, qui sont en place, ils ont demandé qu'il reste. Mais vous savez, je pense qu'il a des solutions alternatives. Il ne restera pas, mais tout le monde le demande. Et ça, c'est un soulagement pour lui. Alors, Vladimir Fedorovski, encore une question. La dernière fois que vous êtes venu, on était quasiment au bord de la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Là, on sent que tout a baissé d'un cran quand même. Et c'est plutôt une bonne chose. Tout a baissé dans le ton. C'est évident que ces contacts en sourdine sont là. Je pense que ce n'est pas du tout réaliste. Vous savez, on a dans mon métier, il me rejoint maintenant les hommes politiques, il y a une sorte de fantasme. Je ne crois pas du tout à la proposition qui est de zones vraiment démilitarisées, etc. Et l'envoi, d'autant plus, l'envoi de 100 000, on a dit 100 000 Européennes là-bas. Mais en revanche, je vous rejoins à 100%. Vous savez que je suis d'origine ukrainienne aussi. Perspective de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est une perspective qui est tout à fait réaliste. D'ailleurs, Poutine ne tique pas du tout. Il a dit c'est leur affaire, c'est le problème des agriculteurs français, c'est pas du tout mon affaire. C'est à eux de gérer ça. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il y a la solution qui est très intéressante. Deuxième solution, c'est surtout vice-président américain, futur vice-président américain, Vance, qui a avancé la solution à l'Autrichien. Vous savez, c'est une sorte de vraiment stabilité permanente, un traité à l'Autrichien. Et je crois, si mes informations sont bonnes, on s'oriente vers ça. En sourdine, il m'a terriblement désenchanté que j'aurais voulu vous dire qu'aujourd'hui, qu'ils se sont parlé, qu'ils sont avancés directement Trump, et Poutine. que le prix Nobel pour l'autre est en poche. Allez, un dernier mot, Philippe Guibert, avant la pause. Non, je m'interrogeais juste sur la capacité de Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu et une paix, dans la mesure où le rapport de force lui est pas défavorable, puisque Trump a plutôt envie de calmer les choses, que l'armée ukrainienne est en difficulté, et donc le rapport de force lui est favorable. Est-ce qu'il a vraiment envie? Ah, ça, c'est sûr. En un mot, Vladimir. D'où vient le mot Staline dans l'affaire? Parce que néo-staliniens, ils disent nous avons gagné. En arrêtant. Vous savez, tout est vu dans l'espace. Franchement, tout ce qu'on raconte, certains de vos collègues dans le mainstream, c'est souvent, il faut le nuancer, c'est souvent n'importe quoi. Tout est vu, vous avez raison. Bon. Vous avez raison. Vladimir. Il avance et sur ce plan-là, les néo-staliniens, ils le poussent. Il y a un facteur à prendre en compte et c'est aussi un point de bouscule. Vous savez qu'un général très important qui a été tué il y a 4 jours. Les Ukrainiens. 4 jours, et les néo-staliniens, vous êtes très pertinent sur ça. Les néo-staliniens, ils disent non, arrêtez. Il faut y aller, c'est le moment. Mais Poutine, d'après ce que... Vous savez, vous êtes vraiment pertinent. Je pense qu'il a déjà tout compris. Allez, et il va négocier et je pense qu'il va s'orienter. Le dernier mot. Il y a juste 2 raisons quand même pour Poutine de négocier. C'est qu'il avance certes, mais il perd 1500 hommes par jour. Oui. Et dans un pays qui a quand même un problème démographique majeur. Et que l'économie russe, c'est vrai que l'arsenal fonctionne énormément. Mais que tout ça ne se fait pas sans dommages et que les sanctions, c'est un poison. Il y a l'inflation, il y a des taux d'intérêt à plus de 20% et la partie privée est complètement étouffée. Et tout ça est financé par des réserves qui sont quand même en train de diminuer. Donc, il a l'avantage, c'est certain. Et la dernière chose à dire, c'est que le problème de cette configuration, c'est que en réalité, la vraie négociation, elle va avoir lieu entre Trump et Vladimir Poutine en dehors des Européens.